Merci d'être avec nous donc pour ces échanges entre générations qui se suivent, se succèdent et ne se ressemblent pas, avec trois jeunes installés, donc Paul Simon qui est au centre. Bonjour Paul. Voilà, donc jeune céréalier, trader aussi, salarié à plein temps et céréalier, vous allez nous expliquer ça. Avec Stéphanie Dial. Bonjour Stéphanie. Donc Stéphanie, vous étiez coiffeuse et aujourd'hui vous êtes productrice de lait. Donc vous nous expliquerez pourquoi ce choix. Et Mathias Rouet, voilà, donc vous n'êtes, je le dis tout de suite, vous n'êtes pas de la même famille que Jean-Marc Rouet, parce qu'on m'a déjà posé plein de fois la question. Vous êtes bien finistérien, mais vous vous êtes installé dans les Côtes-d'Armor en maraîchage. Voilà, après une expérience professionnelle de salarié. Donc ils ont en commun de tous avoir une expérience professionnelle salariée assez longue, avant de faire le choix de s'installer en agriculture. Et le cas de Paul est encore un petit peu plus complexe. Voilà. À nos côtés, nous recevons Jean-Marc Rouet. Merci. Bonjour. D'être avec nous. Donc, maraîcher, des responsabilités, la CICAD Saint-Paul, le président d'OBS aujourd'hui. Donc, vous allez m'aider pour l'OBS, c'est l'Organisation bretonne de sélection. Voilà, un jour j'arriverai à m'en retenir. Et président de Brittany Ferries. Voilà, vous êtes très attachés aux questions de transmission, de renouvellement des générations. Donc ce que je vous propose, c'est que je pose certaines questions à ces jeunes installés depuis 1 ou 2 ans et que vous rebondissiez sur leurs expériences. Paul Simon, vous êtes tout jeune, vous avez 25 ans, vous êtes ingénieur agro, vous êtes salarié, donc vous êtes trader, c'est ce qu'on appelle trader junior. Dans quelle entreprise ? Alors, je travaille chez Binge France, importation de matières premières agricoles. Voilà, donc vous êtes basé à Nantes, vous travaillez avec Saint-Nazaire, je suppose aussi. Je travaille à Saint-Nazaire, oui. Voilà, et vous êtes en même temps déjà installé depuis 2 ans, vous êtes sorti de vos études il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez repris 140 hectares derrière une cousine qui devait s'installer, qui ne s'est pas installée, dans le réseau Loire, votre département d'origine. Voilà, donc aujourd'hui vous faites des pommes de terre, des oignons plein champ, le tout irrigué, un certain nombre d'autres choses. On ne va pas rentrer dans le détail, il y aura peut-être des questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer ? Parce que vous m'avez dit, quand on a préparé ce temps d'échange, vous m'avez dit, mais moi je suis très bien comme salarié, comme trader. Alors vous faites les deux ? Alors oui, moi je fais les deux. Je suis installé du coup depuis 2 ans. Ce qui m'a motivé principalement, c'est la passion de l'agriculture. J'ai fait une école d'agriculture et j'ai toujours voulu plus être dans le commerce, mais par contre la partie production m'intéresse aussi. Mon père me l'a bien transmis et du coup j'ai eu cette passion-là depuis tout petit. J'ai travaillé depuis mes jeunes âges sur l'exploitation familiale. Alors néanmoins, vous êtes salarié à plein temps. Oui, donc oui. Quelle est l'histoire ? Alors du coup l'histoire c'est que j'étais en mémoire de fin d'études à l'ESA d'Angers et voilà, ma cousine, comme vous l'avez dit, m'a proposé avec mon oncle de reprendre l'exploitation agricole qui se situe à 8-9 km de l'exploitation de mon papa. Donc j'ai pu m'installer grâce à mon papa qui a pu m'aider à m'installer parce que je ne peux pas tout faire. Oui, mais pourquoi vous avez d'abord choisi quand même, normalement vous deviez vous installer un peu plus tard, pourquoi le salariat ? Vous auriez pu vous installer tout de suite ? Oui, mais j'ai eu la volonté de faire les deux grâce à l'appui de mon papa et de pouvoir prendre de l'expérience dans une entreprise extérieure. D'accord. Qui est la mienne. Qu'est-ce qui vous tente au-delà du fait qu'il y avait une opportunité familiale dans le fait de ne pas être salarié et d'avoir votre affaire finalement en vous installant ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Eh bien, d'avoir la possibilité de choisir ce qu'on fait sur l'exploitation, continuer le modèle familial et le modèle qui fonctionnait, donc la production de légumes de plein champ. Donc ça m'attirait bien et j'ai toujours eu envie de le faire depuis tout petit. D'accord, donc à la fois la vocation et à la fois le désir d'autonomie dans une entreprise qui est à vous en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Aujourd'hui vous cumulez les deux, alors vous dormez quand ? Comment vous faites ? Pas beaucoup. Comment vous faites ? Non, après, du coup, j'arrive à rentrer le week-end chez moi pour la partie des récoltes principalement. Alors, le travail est très saisonnier sur une exploitation céréalière. Donc, l'été, je pose un petit peu de vacances aussi de ma partie salariée pour aller sur l'exploitation. Et après, nous avons 2 salariés agricoles pour effectuer les principaux travaux.
Donc tout le travail, je dirais, administratif, intellectuel, vous le faites de Nantes Voilà, et vous allez le plus souvent possible sur l'exploitation. voilà. Bon, très bien. Alors on reviendra sur votre exploitation. Stéphanie Dial, vous avez 38 ans, 10 ans coiffeuse. Et puis finalement, vous êtes installée en lait il y a 3 ans en Ille-et-Vilaine, pas très loin d'ici, donc avec votre conjoint et votre belle-mère, 130 vaches laitières et les futures reproductrices. Quel a été le déclic pour quitter un métier qui vous plaisait, où vous aviez un salaire fixe quand même et des horaires fixes? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de changer? Voilà, en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que coiffeuse, mais voilà, arrivé à un moment, en fait, je me suis un petit peu lassée et voilà, j'en avais, on va dire, marre en fait du commerce. Voilà. Alors, vous auriez pu vous diriger vers autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on sait très bien que vous êtes installé il n'y a pas longtemps, là, à 36 ans, et il n'y a pas beaucoup de jeunes, parce que vous n'êtes pas du milieu agricole. Non, pas du tout. Voilà, en fait, c'est mon mari qui s'est installé quelques années avant avec ses parents. Et donc, en allant, on va dire, l'aider, en fait, j'ai pris goût, en fait, à travailler auprès des animaux. Et donc, j'ai mis un pied là et j'ai mis les deux en 2021. Alors, il y a 10 ans, quand vous avez démarré la coiffure, que vous étiez même en formation, est-ce que vous pensiez à ce métier déjà? Non, alors pas du tout. Je ne Non. me voyais pas du tout agricultrice. D'accord, donc c'est arrivé comme ça. Il y a eu peut-être la période du Covid où vous avez plus mis les pieds sur dans l'élevage. On va dire que j'y pensais déjà avant. Et finalement, avec le confinement, en fait, je suis allée pleinement en fait, sur le terrain. Et puis ensuite, j'ai pris ma décision de m'installer suite au départ de... Voilà, mon beau-père partait en retraite, donc j'ai pris la décision de m'installer. Alors pourtant, il y a plein de gens qui ne veulent pas aller dans l'élevage, surtout les gens qui connaissent pas, en se disant, mais même les gens qui connaissent, c'est pas comme les productions, par exemple, les cultures de vente ou maraîchères, il y a des astreintes très très fortes avec un élevage. Ça vous a pas fait peur? Non, en fait, on s'organise, on a une autre organisation de vie qui me correspond pour la vie familiale. Voilà, les astreintes matin et soir, mais on arrive à On s'organiser. vous voit derrière dans la salle de traite. Je crois qu'il y a un tableau. Moi, j'ai visité l'élevage. L'organisation chez vous est très poussée quand même. Voilà, on travaille beaucoup avec agenda et les tableaux. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun met ses rendez-vous. Et tout est noté. Comme ça, si on n'est pas là, on arrive toujours à se faire remplacer par un autre associé. Très bien. Il y a une différence de rythme par rapport à la coiffure. Il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Vous avez plus vos 5 semaines de congé. Et vous avez toujours vos 2 enfants à gérer. Oui, bah, comme je disais, c'est une autre organisation en fait. Et finalement, quand je suis au travail, je n'ai pas du tout l'impression d'aller au travail. En fait, c'est vraiment un plaisir d'y aller. Très bien. Mathias Rouet, il y a un micro devant vous. Bonjour. Bonjour. Formation agricole, vos parents sont agriculteurs ou l'étaient dans le Finistère en lait justement. Et alors vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes installé, mais pas en lait. En fait, c'était prévu. Vous avez été salarié sur l'exploitation de vos parents pendant 10 ans. Ouais. Et puis vous deviez vous installer. Bon, il y a eu on va dire, les choses ne sont pas passées comme prévu dans le GAEX, c'est pas lié à vous. Et donc vous vous êtes dit, je reste ou je reste pas en agriculture, et votre cœur a penché pour l'agriculture. Pour l'agriculture, ouais. Mais pas du tout dans le même domaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai fait toutes mes études en lait, du coup. Mais dans toutes les fermes où j'étais en stage ou apprentissage, il y avait toujours du légume à côté quand même. Donc j'ai quand même baigné là-dedans depuis tout petit d'ailleurs. Et le légume me passionnait aussi, mais plus le lait. Et au final, quand mes parents ont arrêté le lait, on n'avait plus que du légume. Et ça me plaisait bien aussi, justement, on parlait d'astreinte, il n'y avait plus cette astreinte-là. Et je me suis rendu compte que ouais, c'était quand même bien d'avoir ces week-ends, entre guillemets, parce qu'en légumes, au final, on n'a pas ces week-ends tout le temps non plus. Et voilà, donc ça s'est pas fait dans le Finistère, installation. Donc ça a été une grosse réflexion, parce que je voulais m'installer. Et donc j'en ai discuté avec ma femme, et au final, on est arrivé à la ferme de mes beaux-parents, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et donc voilà.
Donc, quand on dit que les héritiers, entre guillemets, c'est-à-dire les enfants d'agriculteurs, s'installent au même endroit sur la même ferme en faisant la même chose, c'est faux. Aujourd'hui, on peut aller dans le département d'à côté où vous aviez, complètement. tous vos amis étaient dans le Finistère. Oui, oui. Donc, vous avez déménagé quand même. Il fallait reconstruire les amis, des connaissances professionnelles, Ouais. découvrir les légumes, une nouvelle technique, une nouvelle économie. Ouais, les légumes, je connaissais, c'était surtout il y a une serre de fraises qui est le principal outil de la ferme, et j'y connaissais rien du tout. Et bah, justement, comme on en a parlé tout à l'heure enfin, Jean-Marc Grouet en a parlé, la coopérative m'a bien aidé là-dedans sur le suivi technique. Oui, parce que les légumes, c'est un peu comme les cours du port. Déjà, les cours peuvent faire le yo-yo. Tous les jours, ça change, ouais. Tous les jours, ça change. Ça vous a pas fait peur, ça? Parce que ça change Non, plus parce vite que le cours du lait. justement, j'ai baigné dedans en étant salarié et je connaissais la mécanique, on va dire. Oui. Donc je savais que ça fluctuait beaucoup et faut pas être au jour le jour, faut avoir une vision sur 3-5 ans. Et donc voilà. Très bien. Jean-Marc Rouet, voilà, vous vous êtes installé. Quelle a été votre motivation pour vous installer à Plougourme en maraîchage dans le Finistère il y a quelques années? Je ne me souviens plus de la motivation, je sais que c'était mon parcours. C'est-à-dire que tout mon parcours scolaire avait pour but de m'installer. Donc la motivation, elle était sans doute sur le fait, c'est un peu ce qu'ils ont dit tous les trois, je voulais. Voilà. À un moment, pour moi, il n'y a pas eu un déclic une année quelconque, c'est le parcours de ma jeunesse, mais c'était comme eux, ils le voulaient et moi aussi, je voulais m'installer. Et ça tombe bien, mon père attendait un successeur. Donc vous avez été embarqué dans le maraîchage, des responsabilités dans le syndicalisme et puis après dans la coopérative. Aujourd'hui, vous êtes président de l'OBS et président de Brittany Ferries. Oui. On vient de passer 1 heure avec 300 jeunes qui sont en formation dans une masterclass où ils vous ont posé toutes les questions qu'ils voulaient. Est-ce que vous avez ressenti dans la rapide rencontre qu'on a eue les nouveaux profils qu'on a là, c'est-à-dire des jeunes qui s'installent encore plus tard et qu'ils soient en fait enfants d'agriculteurs ou pas, c'est ça qui est intéressant. J'espère qu'on va casser des a priori parce qu'on a tendance à considérer que c'est du tout cuit pour les jeunes dont les parents sont agriculteurs et que pour les autres c'est difficile. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, en France, nous souhaitons avoir une agriculture qui ne soit pas une agriculture industrielle à ce qu'on peut regarder aux États-Unis, en Ukraine par exemple, ou d'autres territoires de la planète. On est plutôt à souhaiter une agriculture donc, autour de la famille, donc familiale. Donc à partir de ce moment-là, l'enjeu colossal qui est devant nous, et ça fait partie de toutes les discussions qu'il y a autour de l'agriculture, arrive à en parler, c'est le renouvellement des générations. Donc les 3 parcours que vous avez présentés chacun sont très différents. En effet, ils ne sont pas ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire un fils d'exploitant qui prend la succession de ses parents. Quoique, j'ai vu que vous aviez tous été, en tout cas, dans le monde de l'agriculture dans votre jeunesse, ou vous, en vous mariant avec un agriculteur. Mais, donc, de toute façon, dans l'enjeu de la renouvellement, nous n'aurons pas le choix que d'accepter tous les parcours. Et très vraisemblablement, les expériences qui nous ont été racontées là vont être un important volet du renouvellement des générations. Parce que si on prend les enfants agriculteurs, eh ben, ils ont comme vous des envies d'émancipation à l'extérieur. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Je vois M. Loulieu-Duf qui est ici au premier rang, lui il en fait partie aussi puisqu'il était agriculteur à côté de chez moi à Pouescat. Donc il y a aussi ces parcours différents là. Maintenant, l'enjeu est tel que si on veut maintenir, je dis bien ce socle de l'agriculture familiale, il va falloir que tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui possesseurs quelque part du droit à produire, le monde bancaire, le monde des coopératives, le monde de l'accompagnement, chambre d'agriculture, centre comptable et ainsi de suite, ne soit pas à imaginer un profil type, mais soit à l'accompagnement de tous les profils des jeunes ou moins jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Alors justement, on va y revenir. Paul Simon, merci Jean-Marc Rouet d'avoir pointé ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne rapidement avec vous 3 sur les étapes de l'installation. On dit toujours c'est le parcours du combattant. Combien de temps vous avez mis? Quelle a été l'étape la plus difficile ou facile pour vous? Quand on sort de l'école jeune ingénieur, on doit savoir, crème, comment ça se passe? Pas du tout. Non? Parce que y a la théorie et la pratique. Les étapes, l'un des trucs les plus durs que j'ai pu affronter, c'est vraiment la
les étapes et le moment où il faut agir, par exemple aller voir la banque. Quand est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va demander au propriétaire Le parcours, en fait. Ouais, le parcours, Ça vous était inconnu? Ça, bah oui, et puis on peut pas l'apprendre à l'école, c'est trop compliqué et trop long. Et l'accompagnement, moi j'ai eu une particularité aussi, le manque de temps. J'ai été en stage de fin d'études à l'école, et donc ça, c'était un... Oui, ça vous est un peu tombé dessus, cette installation Voilà, rapide. C'était pas une difficulté, mais un défi à relever, et du coup le manque de temps, ouais, je dirais que c'était Ça a été assez affolant. Ouais. une des difficultés. Ça peut être la même chose pour quelqu'un qui est salarié, très pris. Voilà. Pour vous, Stéphanie, ça a pris, excusez-moi, Paul, ça a pris combien de temps? Bon, un petit peu plus d'un an. Bon, Un an. Ouais. Et pour vous, Stéphanie? Alors moi, ça a pris un peu plus d'un an aussi, entre le moment où j'ai arrêté mon contrat et le fait de retourner à l'école pendant 9 mois. Oui, alors c'est ça, pour vous, c'est la formation qui a La été le formation. point Voilà, sensible. c'est de savoir par où commencer, où s'inscrire, où s'adresser en fait. C'est évident ou pas? Non. Non, après, une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, ça va, mais au début, on va un peu à tatillon. Finalement, vous avez suivi quelle formation? J'ai suivi un BPREA à Saint-Aubin, du Cormier. Et fait des stages? J'ai fait des stages sur l'exploitation où je m'installais et en je ne sais plus le mot, Vente directe? en vente directe. Et là, je savais que c'était pas pour moi, je voulais pas retourner en commerce. Bon, donc là, ça vous a confirmé. Voilà. Le parcours 3P, vous l'avez suivi, c'était une Je l'ai découverte pour vous. Ça vous a servi à quel niveau? Alors oui, oui, c'était presque en même temps que ma formation ou juste à la fin de ma formation. C'était intéressant du fait de découvrir aussi d'autres parcours et on s'est dit qu'on n'est pas tout seul. Oui. Et non, après, on va dire que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc un an également. Voilà. Alors Mathias, je pense que pour vous, c'était pas l'étape essentielle, c'était pas la formation, mais il a fallu annoncer aux parents que vous ne repreniez pas l'exploitation. Comment s'est passé votre parcours? Est-ce que ça a mis un an ou plus? Moi, l'installation en elle-même, ça a été assez rapide. Ça a mis une petite année. C'est surtout la réflexion qu'on a eue avant d'engager justement cette installation-là. On a mis 6 mois au moins, le temps d'annoncer. Vous et votre compagne. Voilà. Donc, annoncer à mon père et à mon cousin qu'on allait quitter la ferme justement pour s'installer. Alors, comment ils ont réagi? J'étais plutôt content parce qu'ils savaient que je voulais m'installer et que voilà, j'avais trouvé où aller. Et plutôt content. Après, un peu plus triste justement le fait qu'on quitte le Finistère. C'est loin les Côtes d'Armor. Hein, au final, non. Ils se sont rendus compte qu'on n'est qu'à 1 heure de route. Donc bon. Ils s'y sont faits. Et vos parents, ils vous attendaient pas du tout? Du tout, non. Ils ont été surpris, mais ravis, parce que ils pensaient pas que quelqu'un de la famille ou de la belle famille, ou du moins, rachèterait la ferme. Donc voilà, ça s'est bien fait. Et après, quand on a commencé à faire les démarches, donc le 3P, comme on disait, et aller voir les banques, etc., tout s'est enchaîné très bien. Après, j'ai bien été accompagné, je trouve aussi. Donc voilà, ça s'est bien fait après par la suite. Alors, on va revenir, et justement, Jean-Marc Preux, vous en parliez sur les gens qui vous ont accompagné, donc les difficultés, on va revenir sur les difficultés que vous avez pu trouver et les appuis qu'il y a. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait un appui, pas seulement familial, mais également par exemple, en maraîchage, votre coopérative? C'est de la responsabilité de tout le monde d'installer les jeunes? Oui, c'est essentiel. Alors tout à l'heure, dans le masterclass, je ne l'ai pas dit. Par exemple, lorsque j'ai fait mon regroupement d'entreprises, j'avais des abris comme il a Mathias, la multichapelle plastique, que nous n'avons pas souhaité garder dans l'entreprise, donc je les ai mis en vente. La coopérative a accompagné un jeune qui était chef de culture dans un autre établissement et qui a racheté mon outil pour s'installer en production de tomates pleine terre. Donc lui, j'ai envie de dire, son parcours n'existe pas s'il n'y a pas la COPSICA pour l'aider. C'est aussi clair que ça. Donc aujourd'hui, c'est essentiel, je le disais tout à l'heure, le métier d'agriculteur, à partir du moment où on est sur un socle familial, ça veut dire que, comme je me répète par rapport à tout à l'heure, mais le patron, le chef d'exploitation, il est secrétaire de direction, directeur de cabinet, comptable, banquier, il s'occupe de la trésor et il s'occupe aussi de la planification des cultures quand il s'agit notamment des cultures légumières, c'est quand même un pinceau. Et il doit aussi s'occuper de tout ce qui est les amendements, prévoir l'avenir,
possiblement prévoir le développement. Donc c'est quand même extrêmement captif. Hein. Vous avez posé la question tout à l'heure, quand est-ce qu'il dormait, le jeune homme là c'est à peu près pareil pour tous les chefs d'exploitation. Donc s'il n'y a pas justement des outils qu'on peut appeler des entreprises para-agricoles ou accompagnement et les coopératives, à mon avis, c'est le socle qu'il faut garder, notamment en Bretagne, puisqu'elles existent déjà. Elles ont ces capacités d'accompagnement, et si elles ne l'ont pas, elles doivent le mettre en application ou de mettre en, en projet dans leur conseil d'administration auprès de leur direction, parce que, une fois de plus, l'enjeu de la renouvellement est tel que si les outils qui sont déjà en place ne se mettent pas à apporter du secours, alors secours, c'est pas le bon mot, du soutien aux jeunes qui ont, ou moins jeunes qui ont l'intention de s'installer, très vraisemblablement, il va manquer un peu de soutien à l'installation, dont on va louper des installations. Autrement dit, c'est le modèle familial qui est en jeu. Parce que, évidemment, sur ma commune, les années où je m'installe, il y a 200 jeunes qui s'installent sur la zone légumière du Nord Finistère, sur 400 pour le Finistère. Quand vous vous êtes installé, vous? Ouais. Donc, évidemment, dans les 200, tout le monde n'a pas fait carrière pour arriver à l'âge de sa retraite. Il y a eu des départs, des gens qui ont souhaité s'arrêter, ainsi de suite. Madame a souhaité s'arrêter de la coiffure, mais des fois l'inverse existe aussi, pour venir à l'agriculture, mais des fois l'inverse existe aussi. Donc, ils ne sont pas tous là. Les terres ne sont pas restées à travailler. Hein. Les terres sont parties à l'agrandissement. Donc, quelque part, si on n'a pas ce sujet de la renouvellement de génération, tôt ou tard, on arrivera à une photographie de l'entreprise agricole qui ne sera plus familiale en France. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de la Bretagne, ce n'est pas le cas de la France. Donc si on veut le préserver, et je crois que c'est une bonne idée, une fois de plus, il faut que les outils en place se mettent à accompagner et mettre en place les équipements, les personnels nécessaires à l'accompagnement des jeunes. Alors Mathias Rouet, donc ce n'est pas votre oncle, vous n'êtes pas de la même famille, mais vous êtes dans la même coopérative. Quels appuis, est-ce que vous avez eu des appuis de votre coopérative et puis par ailleurs dans la famille? Parce que toutes les questions se posent en termes de financement, technique, économique. Alors les appuis que vous avez pu avoir? Au niveau de la coopérative, le plus important, je trouve, c'est l'appui technique. Surtout, moi, en production de fraises, après j'ai la chance que mes beaux-parents sont associés avec moi, donc ils m'ont appris beaucoup aussi. Mais on a un technicien qui passe et qui peut passer encore plus souvent en tant que JA, justement, pour qu'on maîtrise notre sujet. Après, il y a les appuis économiques aussi. On peut une aide sur les investissements dans l'informatique et autres. Après, j'ai plus tout en tête, mais il y a de l'accompagnement pour celui qui a besoin. Je sais qu'il y a, nous, au sein des maraîchers d'Armor, il y a une personne qui a été mise en place justement pour faire le lien entre les cédants et ceux qui veulent s'installer. D'accord. Donc, une personne à contacter qui après fait les démarches. Stéphanie, vous avez été accompagnée par la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la conseillère? Est-ce que vous ne connaissiez rien en fait? Non, j'y connaissais rien, mais j'ai eu une super conseillère en Chambre agri. Donc non, là-dessus... Vous pouviez lui poser toutes les questions? Oui. Puis j'avais vraiment cherché les réponses à mes questions. Paul, vous m'avez dit que votre papa a été quand même votre mentor, mais enfin, il vous restait à trouver une banque, un centre de gestion. Comment ça se passe? Vous avez été conseillé comment et par qui? Il faut démarcher. Je suis allé à la Chambre d'agriculture aussi pour essayer de suivre une installation en JA. Alors j'ai pas eu la chance de l'avoir. Racontez-nous rapidement parce que tout le monde ne peut pas prétendre à cette aide. Voilà, l'aide JA, étant donné que j'avais un salaire à côté, un salarié à côté et un revenu un petit peu au-dessus du SMIC, l'aide JA, l'aide financière JA qui est de l'ordre de 30 000 €, quelque chose comme ça à l'installation. Vous ne l'avez pas eu? Là, je ne l'ai pas eu parce que je gagnais plus que ce qui était nécessaire. Et également, je n'ai pas eu le temps de le faire étant donné que j'étais en stage de fin d'études et il fallait faire un stage de 35 heures. Il aurait fallu que je pose des jours dans mon stage. Je ne suis pas sûr que mon école soit hyper satisfaite que je pose. Pas trop de souplesse, quoi. Donc pas de souplesse. Et donc moi j'ai un petit peu abandonné et en plus la réforme de la PAC était en pleine transition donc j'ai pas creusé plus que ça. Un dernier petit coup, je crois que vous avez payé 2 fois le même service pour le business model.
On Ouais. n'appelle pas comme ça. Non, c'est mais l'étude c'est quelque chose prévisionnelle. que c'est le truc qui m'a pas plu, c'est on fait un prévisionnel du coup avec le centre comptable et que entre guillemets la chambre d'agriculture a recopié presque point par point. Ils ont changé quelques chiffres pour faire bien, mais c'est tout. Et du coup, on paye 2 fois la même chose pour une copie, quoi. Bon, mis à part ces petits couacs, ils ont l'air quand même motivés pour installer. Un petit mot et puis on passe aux questions. Alors on va passer. Métier d'agriculteur, si vous n'êtes pas motivé, faut déjà se poser la question. Hein. Alors, on avait justement une question sur la rémunération. J'essaie de retrouver en gros, la question, je vais la résumer. C'est malgré le pessimisme ambiant, notamment dans les médias, c'est ce que soulignait la question. Est-ce que le côté finalement faible revenu, est-ce que ça a joué dans vos choix de vous lancer dans Ça vous a pas dans découragé? l'agriculture? Est-ce que ça vous a découragé, pas découragé, ou est-ce que c'est pas rentré en ligne de compte? Le fait d'avoir un moins bon revenu en s'installant, quoi. En tout cas, le fait de se dire que quand on est agriculteur, on ne gagne pas forcément des milliers et des cents. Non, moi ça m'a pas du tout découragé. Oui. Au contraire. Je gagne plus que quand j'étais salarié, donc. Donc il faut dire, Et il faut dire quand il y a du revenu en agriculture pour motiver les jeunes. Alors, c'est mes propres décisions, je fais ce que j'ai envie, entre guillemets, malgré qu'on soit associé. Mais non, c'est plus de liberté et ouais. Non, le revenu, j'en ai pas tenu compte du tout. Et tiens, d'ailleurs, à propos entre chef d'exploitation et salarié, est-ce que vous pensez un jour être chef d'exploitation? C'est une question qui vous était adressée. Ah bah ça dépendra. Ça dépendra de mes volontés. C'est un choix à faire, c'est un choix cornélien, mais j'espère pouvoir garder les deux emplois. Enfin, côté salarié et l'exploitation agricole. est-ce que vous pensez, Paul, que ça préfigure un peu d'autres profils, vous qui avez des amis beaucoup qui ont fait des études comme vous, qui ont envie à la fois d'être installés et de continuer un bout de job par ailleurs? Oui, je pense qu'à l'avenir, il va y avoir plusieurs profils comme le mien qui vont s'installer, garder un job à côté. Étant donné les difficultés, par exemple dans ma région en céréales en ce moment, c'est compliqué de se verser un salaire. Donc d'avoir un salaire à côté avec une autre entreprise permet de sécuriser une vie personnelle. Fanny? L'aspect revenu? L'aspect revenu, non, ça ne m'a pas découragé. On va dire qu'entre salon de coiffure et là, Oui. il n'y avait pas beaucoup de différence. Et puis là, le côté, comme disait voisin, plus de liberté, s'organiser autrement, ça donnait plus envie, on va dire. Et nous allons terminer par Jean-Marc Rouet. Vous avez parlé beaucoup de l'agriculture qui doit rester un modèle familial. On nous pose la question, pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est un souhait de la France. Oui. Ça s'exprime comme ça. En tout cas, toute la législation qui entoure, depuis que je suis installé depuis 35 ans, toute la législation qui entoure l'agriculture aujourd'hui a tenté, en tout cas, et tente de préserver ce modèle. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est un objectif français. Je crois que c'est aussi, le président Loïc Girard est là, c'est aussi un objectif breton. Donc maintenant, je voudrais, vous ne me posez pas la même question que l'autre, mais j'aimerais bien répondre. Attention, il est absolument évident que si on divise le revenu d'un agriculteur par le nombre d'heures qu'il fait, vous n'aurez pas un coefficient qui sera... Ça ne veut pas dire pour autant que l'agriculteur ne gagne pas systématiquement pas bien sa vie. Mais c'est vrai que si on parle de l'heure de travail rémunérée chez un agriculteur, mais c'est peut-être là qu'il faut décorréler les choses, parce que là, ça fait partie de la mauvaise image qu'on donne à l'agriculture. C'est un chef d'entreprise. Même si c'est de taille familiale, il n'y a pas de chef d'entreprise qui calcule sa rémunération à l'heure. Ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut peut-être retirer de notre esprit. Ça ne veut pas dire non plus que tous les agriculteurs gagnent très bien leur vie. Absolument pas, c'est pas vrai. En plus, vous l'avez dit, c'est très cyclique. C'est là aussi peut-être que c'est au moment des cycles qu'il y a besoin d'un accompagnement. Il n'y a pas besoin d'un accompagnement que à l'installation. Le problème, c'est que ce qu'on constate, et là peut-être que les jeunes peuvent le dire, c'est que des fois, quand le cycle est bas, le temps de réaction du politique
malheureusement, il est un petit peu trop tard pour arriver à soutenir la personne ou la filière au bénéfice de ne pas perdre certains exploitants. Donc, comme ils font, ils s'adaptent, les parcours sont différents. Il faut aussi que, sans doute, pour préserver ce modèle agricole, familial, nos politiques s'adaptent à la réactivité des marchés. Et le témoignage qu'on a eu tout à l'heure de l'ancien président Lidl France montre bien que c'est quand même pas un métier de bisounours, il l'a dit. Oui. Donc c'est en effet les jeunes de maintenant qui vont être impactés par ce monde de requins, parce qu'il ne dit pas bisounours, mais c'est un monde de requins. Merci beaucoup à tous les 4. Merci évidemment à vous. Bonne chance pour la suite. Oui, merci et bonne chance. Merci Jean-Marc Rouet d'avoir animé la masterclass et d'être venu nous dire quelques mots sur la scène des assises.